Je voulais juste commencer en vous remerciant de l'invitation, mais surtout en vous remerciant pour l'intérêt de cette journée depuis ce matin, hein, que je peux la suivre. J'y trouve beaucoup d'intérêt et puis surtout une vraie densité des échanges autour de différentes questions. Et il ne m'appartient pas de conclure ou de ramasser tout ce qui s'est dit, mais en tout cas, voilà, désolé de ne pouvoir être physiquement parmi vous. Alors, quelques mots rapides, hein, un peu dans le même état d'esprit que ceux de Véronique Biot ou Nassima Baron ce matin, et peut-être d'abord rappeler qu'on est de fait dans un domaine de la recherche architecturale, urbaine, paysagère, qui est tout de même fortement lié à des contextes et qui implique de possibles financeurs spécifiques. Ça, je trouve que c'est bien de se le rappeler. C'est pas forcément complètement nouveau, hein. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la sociologie urbaine ont pu montrer à quel point, au début du XXe siècle, c'était vrai pour cette discipline. Voilà, dans le contexte de l'école de Chicago plus particulièrement. Et c'est vrai aussi que depuis 50 ans, pour se rapprocher de ce qu'on connaît peut-être mieux dans le contexte français, beaucoup de travaux de recherche se sont menés tout contre l'État au moment de ce qui s'est appelé l'âge d'or de l'aménagement du territoire, et peut-être plus récemment aussi ce que l'on a appelé la politique de la ville. Et tous ces domaines ont suscité des financements un peu particuliers de la recherche, et notamment, et plus récemment encore, vu se déployer de nouveaux acteurs publics décentralisés, et qui ont fait signe vers l'enjeu de travaux de recherche qu'ils ont pu cofinancer. C'est vrai également d'acteurs privés, et notamment du côté du marché des études et de la consultance. Donc je dirais que même si c'est une histoire relativement récente, c'est une histoire qui est déjà riche en références, et qui se partage assez bien entre différentes postures, et on a bien vu ce matin que ça pouvait se résumer entre ces deux grands pôles que sont l'expertise d'un côté et l'observation de l'autre. Mais c'est vrai aussi que d'une part, des expertises, il en existe d'ordre bien différents, qu'on peut rappeler l'existence, et on y reviendra tout à l'heure dans certains exposés, de recherche-action, de recherche-intervention, de recherche-développement, et on en a beaucoup parlé dans la table ronde. Je pense qu'il y a une grande variété d'appellations, et peut-être c'est intéressant de les prendre au sérieux et de les différencier dans leurs exercices pratiques plutôt que dans leur registre qu'on pourrait dire déclaratif. Et là, dans une référence qui est mobilisée par un intervenant qui prendra la parole dans quelques minutes, on peut retrouver des appellations aussi différentes que practice-based research, practice-led research, practice as research, artistic research, creative research, studio-based research, arts-based research, creative arts inquiry, art-informed research, creative practice research, performative research, performance as research, practice through research, research through practice. J'arrête la liste. Mais peut-être que, outre cet intérêt de regarder pratiquement ce que cela fait, il ne faut pas exagérer leur spécificité, dans la mesure où des recherches plus classiques, disons, alors on entend parfois plus académique, qui serait encore vu comme un gros mot dans certaines écoles d'architecture, eh bien ces recherches sont évidemment aussi avant tout des pratiques de recherche, et la sociologie des sciences et techniques les décortique depuis plus de 40 ans, donc évidemment on ne gagne pas grand-chose à opposer ces deux types de recherche. Alors je suis comme d'autres majoritaires dans la salle un praticien de la thèse en CIFRE, alors plutôt du côté direction, et on pourrait dire aussi que j'en suis un pratiquant, sans être tout de même un évangélisateur qui était évoqué par Étienne Riot tout à l'heure. En tout cas, pourquoi un pratiquant? Parce que c'est une thèse qui permet, bien sûr, un type de financement qui permet d'en augmenter le spectre des financements, et ça c'est plutôt heureux, que c'est une condition qui est inconfortable, qu'elle permet sûrement mieux que d'autres d'esquisser des théories de la pratique, ça a été évoqué en introduction ce matin, et puis parce qu'elle relève peut-être plus que d'autres conditions de financement de ce que l'on pourrait nommer des pourparlers, qui mettent bien sûr au premier plan, et j'étais assez attentif ce matin, la dialectique entre engagement et distanciation, qui montre bien qu'il y a tout le temps des conversations à mener, qu'il y a de l'intéressement à maintenir, et encore moins que pour d'autres thèses, on peut parler d'une linéarité, hein. On n'a pas un sujet posé en amont, une immersion qui viendrait valider des hypothèses, et puis on retourne dans le laboratoire pour vérifier et terminer tout ça. En fait, on a bien vu ce matin par plusieurs témoignages qu'il y a davantage de souplesse, qu'il faut ménager des zones de flou, et qui relèvent souvent d'une prise de risque. Et en ce sens, on peut dire qu'une thèse en CIFRE, c'est nécessairement du plein air, et que cela prend du temps.
À cet égard, je le dis sans provocation, hein, mais on peut dire aussi, et je le dis d'expérience pour des lectures encore récentes de thèses de ce régime, qu'on a de très nombreuses bonnes thèses CIFRE qui se sont mal passées dans la structure. C'est un paradoxe intéressant, parce qu'on a des textes qui vont être très intéressants pour le champ lui-même, mais ça a évidemment pu déplaire aux structures qui n'ont pas complètement tout le temps joué le jeu de l'ouverture des boîtes noires ou d'un questionnement un peu radical des pratiques professionnelles. C'est peut-être, mais l'hypothèse resterait à vérifier, notamment vrai dans certaines structures privées qui sont peut-être moins enclines à accepter la critique, du moins si elle finit par mordre sur leur réputation. Mais je le dis, cette hypothèse serait à vérifier. Et puis symétriquement, on peut dire qu'il y a quelques mauvaises thèses qui se sont très bien passées dans les structures, cherchant d'abord des salariés au coût divisé par 2. Et quand je dis que ce sont de mauvaises thèses, c'est que ce sont des thèses qui ne sont pas soutenues. Donc, évidemment, on ne peut même pas juger de leur qualité. Mais je dirais que si on ajoute aussi le crédit impôt recherche pour les structures privées, cet exercice à la fois poétique et fiscal, hein, c'était le terme aussi employé par Étienne tout à l'heure, cela fait beaucoup d'avantages, tout compte fait, dont ne peuvent d'ailleurs bénéficier les associations ou les collectivités locales pour les CIFRE. Donc c'est un vrai sujet, et je me disais que si une des activités du réseau prochaine pourrait être vraiment de dédier une journée aux intérêts, mais aussi au vertige de ce crédit d'impôt recherche et au travail des experts, hein, qui les valident ou qui les invalident. Alors, une chose que je rappellerai en tout cas, c'est que l'objet du contrat de travail CIFRE, c'est de faire une thèse. Ça, c'est le livrable incontournable. Et on pourrait dire que les autres doivent plutôt en découler et ponctuer un trajet. Ça peut être la conception d'un commissariat scientifique d'exposition, ça peut être évidemment des expériences qui fournissent la texture d'un chapitre de la thèse, d'un article en cours de thèse. En tout cas, c'est sûr que, même si je l'ai aussi entendu de mon côté, si l'idée que l'entreprise financerait un salarié qui, en fin de contrat CIFRE, ne travaillerait que sur sa thèse et ne soit même plus dans l'entreprise, c'est évidemment une vue de l'esprit, hein. On ne peut que rappeler que l'État finance la moitié d'un contrat CIFRE, bien entendu. Alors, j'arrive sur mes toutes dernières minutes d'intervention pour dire d'une part l'intérêt, je voulais souligner l'intérêt de ce livret qui a été coécrit par Véronique Biot, Michael Fenker et Jodef Zetlaoui, et dont Véronique a parlé ce matin. Et puis vous renvoyer aussi sur des témoignages que moi j'ai cherché à mettre en forme dans les cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, dans ces dialogues que nous avons eus autour de la CIFRE, tantôt avec des étudiants, des doctorants, avec des directeurs de thèse. Je suis en train de terminer cette transcription. Et c'est intéressant pour les doctorants pour éviter cette condition du lost in translation qui peut bien sûr gagner les doctorants, ou encore le funambulisme, ça a été évoqué en introduction ce matin, ou cet invivable double bind. Alors, j'en viens à un complément d'introduction peut-être d'enjeu de cette dernière partie de l'après-midi. Ce matin, on entendait l'enjeu notamment porté par l'AD CIFRE-SHS, hein, des thèses CIFRE-SHS, et certains ont pu faire l'hypothèse d'une incompatibilité structurelle. Je pense que c'était Nassima qui en parlait ce matin. De mon côté, je parlerai plutôt de paradoxes qui peuvent être productifs. Et de la matinée, je retiens ces termes qui ont été lâchés, hein, d'inconfort positionnel, d'immersion grisante, de l'opportunisme du cheval de Troie, de la condition infiltrée, voire intestine. Donc les figures que nous avons entendues sont celles de l'infiltré, de l'espion, du collaborateur, de l'éclaireur, du passeur. Y a-t-il une spécificité maintenant des outils? Et puis c'est la thématique de cette dernière session. Peut-être juste avant 2 ou 3 points à ce propos, dire que positionnement, méthode et outils sont évidemment toujours liés au sein d'un même projet de recherche. On ne peut probablement pas les séparer. Mais en tout cas, on peut sûrement acter ces points, et puis ça permettra de laisser la parole aux intervenants. Premièrement, la centralité du carnet de terrain, bien entendu. Et j'ajouterai peut-être plus précisément ce que Bruno Latour appelle des comptes rendus risqués. C'est la notion de mise en alerte qu'on entendait ce matin. Quels sont les bons comptes rendus d'expérience? Quel est le bon montage expérimental? Ici, je me permets de le citer, hein, l'adjectif objectif ne renvoie pas aux faits indiscutables, mais aux sites actifs, intéressants, controversés, où se construisent des faits disputés, ce qu'il appelle les matters of concern. Deuxième point que l'on peut acter, c'est probablement cette incontournable dimension narrative qui accepte la subjectivité et qui analyse ce qu'elle fait aux observables, et ça, c'est le travail d'objectivation. Moi, je dirais aussi, parce que je crois qu'on va en entendre des exemples juste après,
qu'on peut noter l'intérêt et la créativité des approches qui empruntent aux disciplines du projet. Je le dis volontiers au pluriel. On a entendu ce matin la question des design studies ou bien du co-design comme exploration commune avec de futurs utilisateurs, comme parcours d'apprentissage pratique qui ouvre la société au dialogue. Dans ce registre, et là c'est un outil, on a entendu parler du micro comme bâton de parole, et puis on peut aussi rappeler que un outil, c'est un objet ou un ensemble d'objets physiques ou numériques qui inclut ou non des codes propres à l'activité et dans le but de réaliser des actions de conception. Et de ce côté-là, je pense qu'on pourra être attentif à des choses qui sont de l'ordre de la boîte à outils par jeu de rôle, l'intérêt aussi de la production d'artefacts, mais qui peut, et je dirais qui doit même s'accompagner de ce qu'on pourrait appeler une reconsidération, notamment vu le défaut de mémoire des projets d'architectes, ça a été une expression employée ce matin. S'il y a expérimentation, et c'est un des mots-clés qu'on entend évidemment souvent, il faut qu'il y ait aussi une reconsidération de l'expérimentation, et c'est peut-être un terme qu'on pourrait préférer à celui d'évaluation, et c'est à partir du moment où on a des outils de reconsidération qu'on peut être en direction d'une thèse livrée à une communauté scientifique qui va s'appliquer à la critiquer. Voilà, je ne vais pas présenter Margot, Pierre, Charlotte et Benoît, parce que je crois, Jacques, que c'est une mission qui vous revient. Et puis donc, je vous redonne le micro